Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour poursuivre donc l'étude de ces parois de l'abdomen et nous allons voir aujourd'hui un cours tout à fait classique qu'on appelle les points faibles de l'abdomen. Points faibles de l'abdomen, on peut aussi parler d'orifices herniaires physiologiques. Ce sont des lieux qui sont en général fibreux et où vont pouvoir passer des éléments de la cavité abdominale vers l'extérieur et c'est ce qu'on appelle une hernie. Nous allons tout d'abord refaire une petite vue générale de cette cavité abdominale en rappelant donc les différents principes que nous avons vus. Nous aurons tout d'abord vers le haut la cage thoracique donc, qui est constituée par 12 paires de côtes et qui est une région bien sûr qui forme une paroi solide puisqu'osseuse et les espaces intercostaux sont réduits. Puis vers le bas, nous allons trouver la région des épines iliaques antérieures et supérieures qui vont nous mener de manière oblique jusqu'à la symphyse pubienne, qui est un repère donc osseux important puisqu'on la sent bien sous la peau, le mont du pubis, et entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et l'épine du pubis, nous trouvons tendu le ligament inguinal qui est un renforcement de l'aponévrose, c'est-à-dire du tendon aplati du muscle oblique externe, comme nous l'avons vu et nous allons le redire. Au point de vue paroi, nous allons trouver donc deux rubans musculaires latéraux, verticaux, qui sont les muscles obliques qui sont les muscles droits de l'abdomen. Nous allons pouvoir placer ici la région de l'ombilic, populairement le nombril, qui se projette en L4, niveau de la crête iliaque. Au-dessus de l'ombilic, la ligne blanche, qui est constituée donc par la fusion entre les gaines des muscles droits de l'abdomen, droit et gauche, est relativement large, et c'est ce qu'on appelle la partie rubanée de la ligne blanche, alors qu'au-dessous de l'ombilic, cette ligne est au contraire très étroite, c'est ce qu'on appelle la partie linéaire. Partie rubanée et partie linéaire de la ligne blanche qui est donc placée ici entre les deux gaines des muscles droits de l'abdomen. Nous pouvons placer plus vers le bas ici la symphyse pubienne en présentant le disque pubien et il y aurait bien sûr les ligaments qui sont placés autour. Nous pouvons ensuite placer le muscle droit de l'abdomen qui occupe à peu près la mi-largeur de l'abdomen, muscle droit de l'abdomen qui va aller, nous l'avons vu, en se rétrécissant vers le bas jusqu'à son tendon terminal qui s'insère sur la symphyse pubienne. Voici ici ces digitations au niveau des 5e, 6e et 7e arcs. Voici ici le corps musculaire du muscle droit de l'abdomen, qui est un muscle, nous l'avons dit, polygastrique et qui présente donc un certain nombre d'intersections tendineuses qui sont variables en nombre et en situation suivant les individus, souvent au niveau du 9e arc costal, 10e arc costal et souvent aussi au niveau de l'ombilic. Ce n'est pas obligatoirement symétrique et c'est ici donc un muscle qui est polygastrique avec des fibres verticales, donc muscle droit de l'abdomen, qui existe de chaque côté. Et nous allons ensuite sur les côtés trouver les muscles larges. Et en l'occurrence, le plus superficiel, c'est le muscle oblique externe de l'abdomen que nous pouvons placer ici. Muscle oblique externe de l'abdomen qui va naître par un certain nombre de digitations au niveau de la surface donc exothoracique du thorax. Et ces digitations viendront s'encastrer, comme nous l'avions dit, avec celles du muscle dentelé antérieur ou serratus antérieur. La 9e digitation, je ne sais pas si c'est du rose, ça, non. La 9e digitation vient correspondre à ce qu'on appelle l'angle charnu, nous allons le revoir en plus grand, à l'angle charnu ici de ce muscle. Voici donc la partie musculaire du muscle oblique externe, puis ici donc les contours du muscle
qui vient s'insérer par des digitations qui s'intriquent avec celle du dentelé antérieur. Voici ici ce muscle oblique externe dans sa partie charnue, fibres qui sont obliques vers le bas et le dedans, qui viennent s'arrêter au bord latéral du muscle droit de l'abdomen pour constituer ce tendon aplati qu'on appelle aponévrose, l'aponévrose de l'oblique externe qui vient former le feuillet antérieur de la gaine du droit de l'abdomen. C'est également cette aponévrose du droit de l'oblique, cette aponévrose de l'oblique que nous trouvons ici en dessous de la partie musculaire jusqu'au bord latéral de la gaine. Et nous allons voir à ce niveau que les fibres aponévrotiques viennent s'écarter pour constituer un orifice qu'on appelle anneau inguinal superficiel. Anneau inguinal superficiel. Donc voici ici ces éléments en rappel et nous agrandirons cela dans un instant. Nous pouvons rappeler que ces éléments viennent s'interposer avec donc une région qui est thoracique supérieure, qui elle est beaucoup plus solide bien sûr. Ce sera des fractures éventuellement que nous trouverons à ce niveau-là, mais non plus des hernies, avec la région ici pectorale, et en particulier eh bien, ce muscle grand pectoral qui vient recouvrir la région, et puis c'est la région deltoïdienne que nous trouvons vers le haut et la région du cou. Donc nous avons ici cette jonction qui vient se faire avec ce muscle grand pectoral, ici séparé du muscle deltoïde par le sillon deltopectoral. Je ne reviens pas sur cette description, c'est simplement pour ici mettre ces points faibles de la paroi abdominale dans leur contexte général. Voici ici donc le grand pectoral, avec son bord inférieur libre qui est épais, insertion claviculaire, insertion sternocostale supérieure, insertion sternocostale inférieure, c'est-à-dire sternum et arcs costaux. Puis, il y a un petit chef abdominal qui s'insère sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Muscle grand pectoral, donc puissant muscle adducteur, et rotateur, également fléchisseur, lorsque le point fixe est sur le tronc. Lorsque c'est un point fixe sur le membre supérieur, eh bien, ce sera notamment cette action caractéristique du mouvement que l'on appelle les pompes, donc avec une extension du corps par rapport au sol. Nous pouvons placer, je n'ai pas obligatoirement les mêmes couleurs que nous avions utilisées, mais c'est ici les masses qui nous intéressent. Nous pouvons placer ici le muscle deltoïde qui vient constituer le moignon de l'épaule avec le chef claviculaire, le chef acromial sur le côté, le chef postérieur ou scapulaire sur l'arrière, comme nous l'avons vu avec l'étude du membre inférieur. Voici donc ici ces régions mises dans leur ensemble, et cette origine du membre supérieur, c'est la région pectorale, la région deltopectorale. Entre les deux, le sillon deltopectoral que nous avons vu, et c'est ici donc la terminaison du muscle grand pectoral. Nous avons les contours cutanés avec ici donc la région deltoïdienne, puis c'est l'amorce du bras, ici les contours de l'abdomen et vers le bas la région donc du trigone fémoral qui appartient au membre inférieur. Nous pouvons placer ici la région de l'acromion, articulation acromio-claviculaire, la clavicule, l'extrémité médiale de la clavicule qui est renflée, ici l'incisure jugulaire, le côté opposé, et puis nous avons là les régions donc du cou. Nous pouvons également placer à ce niveau la région du mamelon chez l'homme ou de la glande mammaire chez la femme. Lorsque nous voyons cette paroi, il nous faut encore compléter les éléments qui apparaissent dans la région laissée libre qui correspondent aux digitations du muscle dentelé antérieur et que nous voyons ici eh bien, former des dents sur le côté, c'est surtout en vue latérale, et lorsque les sujets sont secs et sportifs, voici ici ces digitations du dentelé antérieur très caractéristiques, serratus antérieur, qui viennent
s'encastrer avec les digitations de l'oblique externe. Le bord le plus externe de la région est formé par le muscle grand dorsal, là aussi, qui est plus ou moins large suivant les individus et qui souvent n'est pas très développé lorsqu'on ne fait pas de sport spécifique. Et lorsque nous avons cette région d'ensemble des parois du tronc, nous pouvons indiquer qu'il va y avoir plusieurs points faibles. Le premier point faible classique ici va être l'ombilique. Donc, premier point faible ici, l'ombilique, appelé aussi populairement nombril, nous y reviendrons. Premier point faible, puisque c'est un orifice naturel dans le tissu fibreux de la ligne blanche qui va permettre la possibilité de hernie. Nous allons en reparler dans un instant. Puis, deuxième point faible, c'est la ligne blanche elle-même, ligne blanche qui est du tissu fibreux et qui, de manière congénitale, peut présenter des défauts ou bien de manière chirurgicale si on a fait une incision. Troisième point, eh bien, ce sera ici ce qu'on appelle le canal inguinal. Canal inguinal qui fera l'objet d'un cours spécifique, ici. Et enfin, sous l'arcade inguinale, sous le ligament inguinal, le point 4 ici sera l'anneau fémoral. Nous allons trouver aussi quelques points, un point faible sur la paroi postérieure, et nous terminerons par cela, c'est la jonction avec l'étude de la paroi postérieure de l'abdomen. Donc voici pour ces éléments, et nous pouvons préciser juste un tout petit mot sur de morphologie externe et cutanée. Donc ici, concernant l'ombilique, ombilique qui peut avoir des formes variables suivant les sujets, donc avec un sillon périphérique et une structure plus ou moins centrée. Ombilique qui est appelé donc le nombril, très variable, et au point de vue nomenclature latine, c'est umbilicus avec un U, et qui correspond en grec au terme omphalos, omphalos qui va donner toute une série de dérivés, soit de préfixe omphalos, soit de suffixe omphale en médecine. Donc omphalo désigne la région ombilicale. Une omphalloplastie, on fait une plastie de la région ombilicale. Je vous rappelle bien sûr que cette région ombilicale est en quelque sorte la première cicatrice qui existe pour le nouveau-né ou pour le corps humain, puisque si l'on fait ici un petit schéma embryonnaire de rappel très précoce, ici nous allons trouver effectivement sur la paroi ventrale eh bien, le départ du cordon ombilical qui va aller vers la région du placenta et qui réunit bien sûr l'embryon à la mère, puis ensuite le fœtus jusqu'à la naissance à la mère. Et c'est lors de la naissance, bien entendu, vous le savez tous, qu'on va ici procéder, suivant les cultures, soit à un clampage et une ligature et une section, soit dans certains cas, on laisse s'obturer de lui-même le cordon, puisqu'il y a des fibres musculaires qui vont fermer les vaisseaux et on coupe en un deuxième temps. Toujours est-il que c'est bien sûr la cicatrice de la section de ce cordon ombilical qui réunit finalement le nouveau-né. C'est environ 50 cm de longueur, donc il peut y avoir des torsions à ce niveau, et qui va ici réunir l'ensemble à la région du disque placentaire. Donc ici, placenta qui est placé à l'autre bout. Alors nous allons maintenant voir ces points faibles en refaisant une vue agrandie de la partie inférieure de la paroi abdominale et reparler des 4 points que nous avons évoqués. Nous allons pour cela donc refaire une vue où nous allons trouver la région de l'épine iliaque antérieure et supérieure, qui est un repère toujours extrêmement important, nous l'avons dit plusieurs fois, sous la peau. Puis nous trouvons ici la région de la symphyse
pubienne, là également, facilement palpable. Donc 2 repères osseux facilement palpables. Ici donc, épine iliaque antérieure et supérieure. Attention, ce n'est pas le sommet de la crête iliaque, qui est plus haut, qui est en L4. Nous pouvons placer ensuite les contours du muscle droit de l'abdomen, mais à présent, nous allons conserver sa gaine. Donc, nous allons conserver la gaine droite de l'abdomen qui correspond à peu près à la moitié de la largeur de la paroi abdominale antérieure, mais qui se rétrécit vers le bas pour se jeter sur le tendon terminal qui est sur la symphyse pubienne. Voilà ici ce muscle droit de l'abdomen dans sa gaine que nous aurons conservé et dont nous avons évoqué la constitution dans un cours précédent. Nous sommes ici sur le ligament inguinal qui est donc un faux ligament puisque c'est une structure fibreuse tendue entre les 2 éléments d'un même os, et nous avons vu que ce ligament inguinal est en fait un renforcement du bord inférieur de l'aponévrose du muscle oblique externe, c'est-à-dire d'un muscle large. Donc ce n'est pas du tout une structure ligamentaire, c'est une structure tendineuse, c'est une portion du tendon de l'oblique externe. Mais d'un point de vue pratique, c'est une limite intéressante entre le tronc et le membre inférieur, et souvent en dissection ou sur des préparations de musée, on a tendance à garder ce ligament isolé. Nous allons pouvoir placer ensuite le muscle oblique externe ici dont on va voir ici le bord latéral, qui se rétrécit comme la paroi de l'abdomen au niveau de ce qu'on appelle la région de la taille, puis ici qui a tendance à se réépaissir, ce que l'on voit bien sur des statues classiques, et c'est bien ici sur cette région rétrécie qu'on appelle la taille qu'on tient classiquement le pantalon. C'est pas sur les épines iliaques. Nous pouvons placer vers le haut ici un trait de section qui sera un trait de section cutané, comme on le fait classiquement sur la paroi ici abdominale, et en périphérie, voici, alors, avec peu de tissu adipeux sur cette vue, voici ici la région de la paroi abdominale, et ici la jonction avec le membre inférieur, c'est-à-dire la région ici du trigone fémoral et glutéal. Nous allons donc trouver cette gaine du muscle droit de l'abdomen avec son bord latéral qui va correspondre sur le vivant au sillon latéral du ventre, que l'on voit plus ou moins bien suivant le tissu adipeux des individus. Nous allons trouver la région de l'ombilic ici, donc qui correspondra au sommet de la crête iliaque et au niveau de L4, ombilic qui est là aussi un repère très important, cutané. Nous avons au-dessus la partie rubanée de la ligne blanche entre les 2 gaines des muscles droits, cet ombilic qui forme un orifice, puis nous trouvons la partie linéaire de la ligne blanche jusqu'à la partie basse, terminaison, qui vient s'évaser et former ce qu'on appelle classiquement l'adminiculum, c'est-à-dire cet élargissement ici inférieur de cette ligne blanche. Partie rubanée et partie linéaire. Donc on comprend déjà bien qu'il n'y aura pas les mêmes possibilités d'orifice dans la partie linéaire, qui est très étroite, que dans la partie rubanée, qui, elle, est large. Et voici ici le disque symphysaire. Voici cette ligne blanche, et nous allons maintenant placer le muscle oblique externe, qui est le plus superficiel. Ce n'est pas le plus épais, nous l'avions dit, le plus épais, c'est l'oblique interne qui est en dessous. Nous voyons tout d'abord qu'il a une forme à peu près rectangulaire en vue de l'avant, avec un angle qu'on appelle ici l'angle charnu, qui est à hauteur de l'épine iliaque antérieure et supérieure. Voici ici donc ce muscle oblique externe. On peut remettre éventuellement d'ailleurs les lettres ici, donc le grand pectoral, ici le muscle deltoïde, ici le serratus antérieur ou dentelé antérieur, ici le droit de l'abdomen, ici l'oblique externe. Et le niveau de l'ombilic qui se projette en L4, sommet de la crête iliaque. Voilà, ici cet ombilic. L4, sommet de la crête iliaque, corps de la 4e vertèbre lombaire, bifurcation aortique.
Nous avons la constitution de ce muscle oblique externe par des faisceaux qui viennent s'insérer sur les différentes côtes, de la 5e à la 12e, et dont les fibres sont obliques vers le bas et le dedans, s'enroulant également de l'avant vers l'arrière. Un des points caractéristiques est que la digitation qui s'insère sur le 9e arc costal, et que je représente ici, est celle qui vient constituer l'angle charnu. C'est la 9e digitation. Puis ici la 10e, 11e et la 12e qui s'insérera uniquement sur la crête. Les digitations suivantes, 8e, 7e, 6e, sont moins obliques que la 9e. Voici ces fibres donc obliques vers le bas et le dedans, des différents faisceaux, des différentes constitutions costales. Et voici ces fibres musculaires qui sont obliques vers le bas et le dedans. C'est un muscle qui est relativement fin, et ce que l'on voit surtout sur le vivant, eh bien, ce sont les faisceaux sur des sujets très secs, mais l'insertion caractéristique en dents crénelées entre cet oblique externe et les fibres du serratus antérieur, du dentelé antérieur, comme nous venons de le voir, que nous ne représenterons pas ici, c'est au-dessus du trait de section. Voici donc ce muscle oblique externe avec ses différentes parties, du 5e au 9e arc, qui s'insère donc par un tendon qui vient constituer le feuillet antérieur de la ligne blanche, ou sur la crête iliaque pour les fibres les plus inférieures. Voici donc ce corps musculaire, et à la suite de ce corps musculaire, nous trouvons donc un tendon aplati en forme de membrane, à peu près de l'épaisseur d'un tissu de chemise, donc quelque chose de vraiment très fin, qui est l'aponévrose de l'oblique externe. Voici ces différents chefs. Aponévrose de l'oblique externe, dont les fibres viennent constituer le feuillet antérieur de la gaine du droit et vont avoir, pour les fibres donc tendineuses, une direction qui va être similaire à celle des fibres musculaires. C'est-à-dire que nous allons ici trouver ces fibres qui vont passer ici en avant de la gaine pour constituer ici ce feuillet antérieur, sachant que cela viendra s'entrecroiser avec également des fibres qui viennent du muscle oblique interne dont l'aponévrose vient se dédoubler, participant à la fois au feuillet antérieur et à la fois au feuillet postérieur de la gaine du droit de l'abdomen. Voici donc ici cette gaine du droit de l'abdomen, fibreuse et résistante, donc feuillet antérieur constitué par l'aponévrose, c'est-à-dire le tendon aplati de l'oblique externe, et par la moitié antérieure, la division antérieure du tendon de l'oblique interne. Ceci viendra avoir un aspect relativement entrecroisé, puisqu'il y a les fibres de l'oblique interne qui sont en sens opposé, donc à peu près à 90 degrés, comme nous l'avons vu. Donc voici cette gaine qui est en fait quelque chose d'extrêmement résistant, et nous en avons vu la structure ici, et l'on peut ici remplir complètement pour bien rappeler que c'est quelque chose qui est tout à fait résistant. Et entre les deux gaines des droits, donc cette ligne blanche que nous voyons apparaître et qui réunit en quelque sorte, qui maintient les deux muscles droits sur la ligne médiane, les uns contre les autres, et nous en reparlerons dans un instant avec les applications. Puis, nous allons trouver les fibres suivantes. Vous voyez qu'ici, les fibres donc de l'oblique externe se sont maintenant insérées sur la région pubienne et vont ensuite participer ici à la constitution du ligament inguinal. C'est la poursuite ici des fibres tendineuses de l'aponévrose de l'oblique externe. Ligne blanche, symphyse et ensuite ligament inguinal. Il se trouve que les fibres tendineuses qui viennent de la 9e digitation et donc de l'angle charnu
viennent s'écarter pour délimiter ici un orifice qu'on appelle anneau inguinal superficiel. Donc voici ici ces fibres qui viennent s'écarter pour former cet anneau inguinal superficiel. On parle classiquement en dedans de pilier médial et en dehors de pilier latéral de cet anneau. Puis nous trouvons ici la suite des fibres tendineuses ou aponévrotiques qui vient participer par le bord inférieur à la constitution du ligament inguinal. Donc le ligament inguinal est bien un renforcement de cette aponévrose, c'est-à-dire tendon aplati du muscle oblique externe. Donc ces fibres tendineuses de l'oblique externe viennent délimiter cet orifice, anneau inguinal superficiel, et entre les deux piliers, pilier médial, pilier latéral, on trouve des fibres appelées arciformes, en forme d'arc, qui viennent ici permettre de réunir les deux piliers et de délimiter cet anneau inguinal superficiel, qui est donc placé juste en dehors du tendon du muscle droit de l'abdomen. Donc ici, l'oblique externe. Nous avons enlevé le fascia de l'oblique externe et le fascia superficialis. Ici, la gaine du muscle droit de l'abdomen. Donc, si nous reprenons maintenant sur cette vue les différents points faibles, nous avons ici l'ombilic. L'ombilic est un point faible et notamment va être le siège de hernie ombilicale. Hernie ombilicale, donc quand on parle de hernie, nous sommes là dans des processus qui sont à présent pathologiques. Donc hernie ombilicale, cette hernie ombilicale est très fréquente à la naissance et vient disparaître progressivement au cours des premiers mois de la vie ou jusqu'à 2 ans. Hernie ombilicale, donc qui est quelque chose là de pathologique, c'est pour ça que je le mets en violet, et qui est une question extrêmement classique de pathologie chirurgicale. Cette hernie ombilicale est particulièrement fréquente dans les populations africaines, et c'est presque 80% des enfants, encore plus fréquent chez les garçons, sexe masculin, où peu après la naissance apparaît cette hernie ombilicale, c'est-à-dire que l'ombilic, au lieu d'avoir sa forme classique que nous connaissons un petit peu déprimée, va avoir une forme qui va être saillante. Donc on aura la paroi abdominale ici de profil avec l'ombilic qui va être saillant. Donc ici, cette saillie au niveau de l'ombilic qui est très caractéristique de cette hernie ombilicale. Cette hernie ombilicale va durer souvent tardivement dans des populations africaines, jusque vers 6-7 ans, mais disparaître d'elle-même, donc le plus souvent on n'intervient pas, et est aussi liée à la dénutrition, à la malnutrition. Dans le rachitisme, le fait que cette dénutrition empêche un développement musculaire correct en plus du développement osseux, amène le fait qu'on n'ait pas une bonne sangle abdominale et que ça favorise aussi cette hernie ombilicale. Donc hernie ombilicale chez l'enfant, il ne faut pas y attacher obligatoirement d'importance. Il y a des aspects génétiques, c'est la fréquence que l'on trouve en Afrique, mais aussi les aspects liés à cette dénutrition, et c'est un signe. Mais cette hernie ombilicale peut aussi apparaître chez l'adulte. Ceci, c'est en général le cas lorsque vous avez une paroi abdominale déficiente. Quand vous avez un très gros ventre, très volumineux, eh bien, en général, les muscles sont distendus et ceci va faciliter l'apparition de hernie ombilicale. Donc, c'est très différent une hernie ombilicale chez l'adulte. Une hernie ombilicale chez l'adulte va d'une part avoir un côté esthétique, mais aussi des complications possibles. Dans tous les cas de hernie ombilicale, ce qui est possible comme complication, eh bien, c'est d'avoir un étranglement herniaire. En effet, si l'on regarde ici sur une petite coupe schématique, on peut le faire sur une vue de face et sur une vue de coupe. Donc sur une vue de face, eh bien, dans la hernie, il peut s'interposer une anse intestinale. Anse intestinale qui va venir ici plus ou moins sortir par ce qu'on appelle le collet de la hernie
le collet de la hernie, c'est la zone fibreuse. Et donc ici, sortie d'une anse intestinale par un orifice qui sera bien sûr dilaté. Donc, le problème de cette hernie intestinale, donc d'une vraie hernie ici, est que les éléments peuvent d'une part nécroser, puisqu'en même temps on peut comprimer les vaisseaux. Donc on est ici sur le collet, et le collet est quelque chose de fibreux et de relativement donc, tranchant et inextensible. Et les vaisseaux peuvent être comprimés ici, et donc on peut avoir, on va mettre ici quelques artères, et donc on peut avoir une ischémie, un infarctus localisé, enfin un infarcissement plus exactement, et donc ici on va mettre cette couleur violette qui évoque le fait que cet infarcissement, s'il n'est pas levé rapidement, amène à la nécrose, ce qui est bien sûr une complication extrêmement importante. Alors cet engagement herniaire avec une anse intestinale est quelque chose qui existe aussi chez l'enfant. On considère que c'est environ 30% des hernies abdominales de l'enfant qui peuvent donner un étranglement herniaire. Alors, ceci est donc important à connaître, et bien sûr, cela est une urgence chirurgicale à ce stade. L'urgence chirurgicale sera bien sûr l'aspect de la douleur, mais aussi en général un syndrome occlusif. Syndrome occlusif, puisque le collet étant très réduit, eh bien, le transit ne se fera plus, et donc ceci se manifestera, comme dans tout syndrome occlusif, par des douleurs, par des nausées, des vomissements, et un arrêt des matières et des gaz, donc notamment à l'auscultation, perte de l'arrêt et des gaz. Et ça, on est vraiment typiquement dans l'urgence. Alors c'est le principe de base d'une hernie. Si on représentait ici sur une coupe, on a ici la ligne blanche, on a ici l'orifice ombilical, et dans cet orifice ombilical, on a un segment d'anse intestinale ici qui vient sortir et qui d'une part vient former une forme de masse, donc de tumeur, mais surtout le risque est donc à la fois cet étranglement qui vient former l'infarcissement et à la fois le risque d'occlusion, sachant que l'occlusion est un risque chirurgical digestif majeur qui met en jeu le pronostic vital, comme d'ailleurs l'infarcissement. Donc voici ici cet exemple de hernie avec une anse intestinale, et nous pourrions mettre ici autour la peau avec donc un petit peu de tissu adipeux pour juste évoquer ces principes herniaires. Donc souvent les hernies peuvent être réductibles, c'est-à-dire qu'avec une manœuvre, vous appuyez par exemple sur la hernie ombilicale, surtout au début quand elle est petite, et vous arrivez à repousser les éléments dans la cavité abdominale, et puis ça revient. En revanche, là on passe dans des phases chirurgicales. Voilà pour ces premiers éléments. Ensuite, deuxième élément, nous avons la région donc, de la ligne blanche. La ligne blanche est large au-dessus de l'ombilic, et donc dans la région ici, entre l'ombilic et le processus xiphoïde, dans la région rubanée, il peut y avoir des défauts congénitaux, donc des petits trous dans la ligne, qui vont permettre des hernies. Ça va se manifester de la même façon, c'est-à-dire qu'on va trouver une petite boule, voire une anse intestinale, bien entre l'ombilic et la région xiphoïdienne chez l'enfant. Le traitement est à peu près similaire. Ceci peut se voir aussi chez l'adulte. Mais les hernies que l'on voit aussi à ce niveau, au niveau de la ligne blanche, sont des hernies qui peuvent être des hernies post-opératoires, donc suite à des incisions. On fait beaucoup moins de laparotomie, de grande laparotomie aujourd'hui, et pas obligatoirement d'ailleurs dans la ligne blanche, mais ce qui va se passer, c'est que quand on fait une grande laparotomie, une grande incision verticale ici, dans la ligne blanche, eh bien, ça va être une zone de fragilité, et il peut y avoir une non-fusion des côtés droit et gauche. Ceci peut se produire aussi lorsque, chez des personnes obèses, donc avec un ventre particulièrement gros et une faiblesse de la paroi abdominale, eh bien, cette distension amène une déchirure, un petit peu comme une fermeture éclair. Progressivement, ça se déchire du haut vers le bas, et au lieu d'être tenu par la fermeture éclair, eh bien, vous avez les deux côtés qui ne sont plus tenus ensemble. Globalement, quand on est debout, on ne s'en rend pas compte, mais là où on s'en rend compte, c'est quand quelqu'un est allongé et qu'il vient
se redresser, il y a une contraction des muscles qui amène une pression intra-abdominale, et là, vous avez une saillie. C'est ce qu'on appelle le diastasis des droits. On va faire un tout petit schéma. Donc, sur un individu normal, les deux muscles droits sont accolés par la ligne blanche. Donc voilà les deux muscles droits accolés par la ligne blanche. Le vert est là. Et ça, c'est la on va mettre quelques intersections tendineuses. Ça, c'est la disposition normale. Et par la gaine, ici, c'est adhérent entre les deux côtés. Donc, nous pouvons avoir soit dans le cadre post-opératoire de laparotomie, soit dans le cadre de ventre dilaté, d'obésité et d'absence de tonus musculaire, on peut avoir une déchirure et donc les deux muscles ne tiennent plus ensemble, ce qui fait que, surtout lors de contraction du passage de la position couchée à la position semi-assise, eh bien, les deux muscles viennent ici s'écarter, les muscles droit et gauche viennent s'écarter puisqu'ils ne sont plus tenus sur la ligne médiane par la ligne blanche, et au niveau de leur écartement, eh bien, nous avons une saillie importante, et c'est spectaculaire, c'est à la fois très classique, mais c'est spectaculaire quand on le voit pour la première fois. Vous avez une saillie très importante qui vient se provoquer entre ces muscles droits et qui peut aller jusqu'à 20 cm de hernie, c'est-à-dire c'est l'ensemble en fait là des masses viscérales qui n'est plus retenu par la sangle abdominale et qui vient ici faire saillie. Ça, c'est ce qu'on appelle le diastasis des droits, qui peut donc être soit lié à une obésité et une déficience de la paroi, soit en post-chirurgical à une grande incision de la parotomie qui aurait mal cicatrisé. Et donc ici, là, dans cette zone, vous allez avoir la saillie des viscères de l'abdomen. Diastasis des droits. Nous pouvons ensuite évoquer le canal inguinal qui fera l'objet d'un cours spécifique, mais nous pouvons en dire quelques mots. Ce canal inguinal, chez l'homme, va avoir un contenu extrêmement important, c'est le cordon spermatique, et du coup, l'orifice sera large et les hernies inguinales seront fréquentes chez l'homme. Donc ici, ces hernies inguinales que nous verrons avec le cours spécifique sur le canal inguinal, hernie inguinale. Et chez la femme, au contraire, c'est un contenu qui est limité, c'est le ligament rond de l'utérus, qui est une forme atrophique liée à un vestige embryonnaire, et donc le canal inguinal est beaucoup plus réduit, le contenu est peu important, et il y aura peu de hernie inguinale chez la femme. Enfin, le dernier orifice ici que nous allons trouver est l'orifice qui va être sous le ligament inguinal. Sous le ligament inguinal, nous sommes dans le trigone fémoral, que nous avons étudié par ailleurs. Et je vous rappelle, si l'on fait un tout petit schéma de la région du trigone fémoral, ici, que nous allons trouver l'épine iliaque antérieure et supérieure, la région de l'épine du pubis, ici, le ligament inguinal, la ligne blanche, ici le contour de la gaine du droit de l'abdomen. Nous restons ici sur quelque chose qui sera purement de type aponévrotique et fibreux avec les fascias superficiels au-dessus. Voici ici la paroi abdominale, l'orifice ano-inguinal superficiel. Voici le fascia superficialis. Juste pour mémoire, qu'est-ce que nous avons en dessous? Eh bien, c'est le trigone fémoral. Trigone fémoral qui va correspondre donc à la région antérieure de la hanche. Et nous allons trouver les trois côtés qui sont le ligament inguinal, comme nous l'avons vu par ailleurs. Nous allons mettre ici les contours du muscle sartorius, qui viendra ici être oblique et croiser la face antérieure de la cuisse. Puis, donc ici, le sartorius. Puis, nous pourrons placer le muscle
long adducteur ou gracile qui vient former la limite, le bord médial de ce triangle. Donc ici, suivant les auteurs, c'est le long adducteur ou gracile qui s'insère sur la région pubienne ici par un tendon que l'on sent sous la peau. Muscle gracile ou long adducteur selon les auteurs. Nous sommes là dans le trigone fémoral, de l'autre côté du ligament inguinal, et nous y trouvons au milieu, donc passant au milieu du ligament inguinal, c'est l'artère fémorale, 9 mm, donc très exposée ici, qui va se diviser, on parlait parfois de bifurcation ou de trifurcation en donnant l'artère fémorale profonde. Donc ici, l'artère fémorale qui est au milieu. On en sent bien le pouls. C'est un repère tout à fait important que nous avons évoqué par ailleurs. Et cette artère fémorale va donner des branches pour la paroi abdominale, comme nous l'avons vu. Puis, en dedans, et là aussi, c'est bien sûr important à retenir, en dedans de l'artère, qui est facile à palper puisque c'est le pouls, nous avons ici la veine fémorale qui est plus large, plus irrégulière, et qui reçoit à ce niveau, nous l'avons sectionné ici, qui reçoit une veine subcutanée, qui est la veine grande saphène. Voici ici la veine fémorale et la veine grande saphène qui est subcutanée et qui a perforé le fascia. Puis, vers le dehors, nous trouvons dans ce pédicule vasculo-nerveux fémoral, nous trouvons le nerf fémoral ici, nerf fémoral qui est volumineux, à peu près 1 cm de diamètre, mais qui très rapidement va donner ses différentes branches motrices et sensitives pour la région. Autre nerf qui apparaît dans la région, c'est ici le nerf cutané latéral de la cuisse qui viendra innerver la région latérale de la cuisse, comme nous l'avons vu, et que je représente ici, nerf cutané latéral de la cuisse. Donc, qui passe sous le ligament inguinal. Et quand on regarde le plancher de cette région, eh bien, dans la partie supérolatérale ici, nous allons avoir comme plancher le muscle iliopsoas. Voilà, ici, dans la partie supérolatérale, le plancher de la région, c'est l'iliopsoas. Et dans la région ici médiale, le plancher va être le muscle pectiné qui s'insère sur le pecten du pubis, muscle pectiné. Donc ceci pour voir la jonction des éléments. Et donc, sous ce ligament inguinal, viennent passer ces éléments dans un anneau qui est un anneau ostéofibreux et qu'on appelle l'anneau fémoral. Nous allons représenter cet anneau fémoral sur cette vue de façon schématique et nous le reprendrons sur une vue spécifique dans un instant. Donc on va faire ici comme si on avait sectionné l'ensemble des éléments du membre inférieur et trouver ici le bord antérieur de l'os coxal, donc une région osseuse qui vient nous mener ici jusqu'à la région pubienne. Donc là, on est bien sur l'os, os coxal, et on a coupé, on a désinséré tous les autres éléments. Et l'anneau fémoral est cette région ici qui est placée sous le ligament inguinal. Ce qui est important de voir, c'est que dans cette région, il y a deux portions. Il y a une portion supérolatérale qui est délimitée par un ligament qu'on appelle le ligament lacunaire, mais également par du système de fascia. Donc on peut mettre ici du tissu clair et foncé en vert. Et donc il y a dans cet orifice, dans cet anneau inguinal, anneau fémoral, il y a une partie latérale qui sera musculaire et une partie médiale qui sera vasculaire. Nous allons trouver au niveau de cette région des hernies qu'on appelle hernies fémorales. Hernies fémorales, on les appelait autrefois hernie crurale. Il faut oublier ce terme, mais on le trouve encore dans certains livres, puisque par erreur, en français, la région était appelée la région crurale, sachant que crus cruris, c'est la jambe. Donc, ce n'était pas compréhensible par les autres auteurs. Et donc, dans cet anneau fémoral ici, eh bien, nous allons trouver une partie musculaire, une partie lacunaire, comme nous allons le voir. Dans la partie musculaire, ici, ce sera le muscle iliopsoas. Muscle iliopsoas que nous voyons donc passer, recouvert par le fascia iliaca.
voici le muscle iliopsoas. Et donc, comme cette partie supérolatérale, en dehors du ligament lacunaire, est remplie par un muscle, eh bien, nous n'allons pas trouver de hernie au niveau de cette région, puisqu'elle est remplie. Voici ici l'iliopsoas. Iliopsoas entouré par un épais fascia, qui est le fascia iliaca. Dans ce même compartiment, nous allons trouver le nerf fémoral, qui est sous le fascia iliaca, et puis qui va arriver donc dans la région. Voici ici le nerf fémoral, qui est volumineux, encore entier à ce niveau-là. Et passant sous le ligament, nous trouvons ici le nerf cutané fémoral latéral. Donc, ceci est la partie musculaire, pas de hernie. En revanche, vers le dedans ici, nous allons trouver la partie vasculaire, et c'est à ce niveau que nous pourrons trouver les hernies inguinales et les hernies fémorales. Ces hernies fémorales sont les plus fréquentes chez la femme, alors que les hernies inguinales sont plus fréquentes chez l'homme. Nous pouvons représenter cela avec, d'une part, l'artère fémorale, qui sera ici à mi-largeur du ligament inguinal, où l'on sent le pouls. Puis en dedans de l'artère fémorale, nous allons trouver la veine fémorale. Puis dans la région, nous trouverons également des nœuds lymphatiques, le nœud lymphatique ou lymphonoeux inguinaux, qui drainent donc paroi abdominale, organes génitaux externes et membres inférieurs, et le reste, c'est du tissu ici adipeux de remplissage. Et c'est donc à ce niveau que peuvent se faire des hernies inguinales, passage dense intestinal dans la région, qui viennent former donc une masse et avec un risque d'étranglement qui est aussi assez important. Donc voilà ces différents points faibles, les 4 que nous avons évoqués ici sur la première vue, et nous allons terminer par un point faible postérieur. Nous le comprendrons mieux lorsque nous ferons dans un prochain cours les muscles de la paroi postérieure, mais j'en fais ici 2 petites vues pour que ces points faibles soient complets. Nous allons faire 2 vues, une vue superficielle, une vue profonde de la paroi postérieure en détaillé et en agrandi. Nous allons trouver ici la région de la ligne médiane avec évoqué le bord du sacrum de façon très schématique, puis la crête iliaque, ici, qui va nous mener jusqu'à l'épine iliaque antérieure et postérieure. C'est une vue postérieure. Voici ici donc cette crête iliaque. Puis nous trouvons les contours cutanés du tronc et ici de la région glutéale. C'est une vue postérieure et agrandie donc d'éléments que nous reverrons par ailleurs. Nous allons trouver, venant s'insérer sur cette partie postérieure de la crête iliaque et sur un tissu fibreux qu'on appelle le fascia thoracolombaire ou thoracolombal, nous allons trouver l'origine du muscle grand dorsal que nous verrons, que nous étudierons donc par la suite, et dont les fibres vont être ici obliques vers le haut et le dehors. Donc muscle grand dorsal qui va avoir une première partie fibreuse et aponévrotique, comme nous le redirons, qui s'insère sur des processus épineux lombaires sur la crête sacrale. Voici ici ce fascia thoracolombal qui s'insère aussi sur la partie postérieure de la crête iliaque. Voilà le fascia thoracolombal. C'est un fascia, mais c'est aussi un tendon, une aponévrose d'origine, donc tendon aplati, aponévrose d'origine du muscle grand dorsal que nous avons déjà cité avec le membre supérieur, que nous reverrons avec la paroi postérieure de l'abdomen. Et de cette grande nappe tendineuse d'origine vient naître un muscle qui va être très développé, très étendu, qui a des fibres qui remontent ici vers le haut et le dehors, fibres qui viennent également converger. C'est ce muscle grand dorsal qui forme plus haut le bord latéral de
la région thoracique, qui est donc la partie la plus large lorsqu'il est développé. Nous sommes ici sur le grand dorsal, qui est le plus superficiel, dont on voit ici le bord inférolatéral, qui apparaît notamment chez des individus qui seraient musclés ou secs. Puis, nous allons voir, sur cette vue postérieure, nous voyons l'origine, ou en tout cas les fibres les plus postérieures de l'oblique externe, qui s'enroulent de l'arrière vers l'avant, qui sont obliques ici vers le bas et l'avant, puis qui vont ensuite être obliques vers le bas et le dedans. Voici ici ces fibres des différentes digitations de l'oblique externe, qui sont cachées à leur origine par le grand dorsal. Nous reprendrons cela, et nous l'avons déjà vu, avec en partie les parois du tronc pour le membre supérieur. Voici ici donc la partie postérieure et le bord inférieur de l'oblique externe. Nous sommes là donc dans une région triangulaire, au-dessus de la crête iliaque, avec le grand dorsal, avec ici l'oblique externe, et vous voyez cette région triangulaire qu'on appelle le trigone lombal. Trigone lombal, par homologie au trigone fémoral qui est en avant, trigone lombal, qui est aussi appelé trigone lombal, triangle de Jean-Louis Petit. Trigone lombal ou triangle de Jean-Louis Petit. Jean-Louis Petit étant un chirurgien français, parisien, de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Triangle de Jean-Louis Petit. Donc ce triangle à trois côtés, vous avez en bas, bord inférieur de la crête iliaque, bord supérieur médial, c'est le bord inférieur du grand dorsal, bord supérieur latéral, c'est le bord inférieur de l'oblique externe. En dessous, bien sûr, vous avez la région glutéale avec glutéal majeur, glutéal moyen. Que trouve-t-on dans ce triangle? Ben déjà, c'est moins épais. Il manque une couche. Vous voyez qu'il y a ici le grand dorsal qui recouvre, l'oblique externe qui manque. Donc, c'est plus fragile, c'est une zone hernière. Et que voit-on à ce niveau? Eh bien, on voit les fibres qui remontent, elles, à présent à 90 degrés par rapport à l'oblique externe. Ce sont les fibres du muscle, peut-être pas garder la même couleur, mais ce sont les fibres du muscle oblique interne. Oblique interne. Donc voici ce triangle de Jean-Louis Petit. Pour voir comment se fait le mécanisme de hernie, il faut maintenant faire un détail d'une vue profonde. Donc ici, nous sommes sur la région glutéale. On va peut-être juste mettre les reliefs ici du muscle grand, du glutéal majeur, muscle grand fessier. Et ensuite, ici, le fascia du moyen fessier qui serait ici. Donc là, nous sommes sur la région glutéale. Glutéal majeur, ici, glutéal moyen. Nous allons maintenant faire le plan plus profond, c'est-à-dire en coupant le grand dorsal. Nous allons retrouver les mêmes éléments et là comprendre, on va dire, comment peuvent se faire ces hernies qui sont beaucoup plus rares à ce niveau. On va ici repréciser peut-être que celle-ci est une vue antérieure, que nous avons donc ce qui est en haut, ce qui est à droite, ce qui est supérieur ici. Et donc là, sur cette vue postérieure, nous avons ce qui est à droite ici et ce qui est supérieur en haut. Vue postérieure ici, vue antérieure ici. La quasi-totalité des points faibles est antérieure. Ça, c'est une curiosité, on va dire, ça arrive et c'est un grand classique en tous les cas. Nous retrouvons ici la région donc, du bord latéral du sacrum. Nous arrivons à la région de la crête iliaque. Voici ici les contours donc, de la paroi du tronc de la région glutéale. Et nous aurons ici ouvert le muscle grand dorsal pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc nous trouvons ici l'aponévrose du grand dorsal, tendon aplati, qui vient ensuite donner naissance au muscle, au corps musculaire du grand dorsal qui est assez aplati et que nous avons coupé ici. Donc là, c'est le grand dorsal que nous avons sectionné
pour voir ce qui est dans le plan le plus profond. Ceci va nous permettre de voir tout d'abord qu'il existe un muscle qu'on appelle le dentelé postérieur et inférieur, dentelé postérieur et inférieur, qui vient s'insérer ici sur le fascia thoraco-lombal. Donc on l'étudie avec les régions dorsales et les régions profondes du dos. Muscle dentelé antérieur qui va présenter des digitations qui remontent vers le haut et le dedans et se terminent sur les dernières côtes. Voici ce dentelé postérieur et inférieur. Donc, muscle dentelé postérieur et inférieur, on parle aussi de serratus postérieur inférieur. Donc ici, le dentelé postérieur. Ce dentelé postérieur vient recouvrir les muscles des colonnes paravertébrales, qu'on appelle aussi donc les muscles spinaux, que nous voyons apparaître ici en colonne. Voici la colonne des muscles spinaux de chaque côté de la colonne, muscles érecteurs spinaux, on disait érecteurs du rachis, donc qui forment une colonne musculaire verticale qui est plus profonde. Donc ici, érecteurs spinaux, colonne musculaire en arrière de la colonne. Puis nous voyons ici l'origine du muscle oblique externe avec ses digitations. Rose, il est là. Donc nous voyons maintenant les digitations de l'oblique externe qui étaient cachées, mais que nous voyons maintenant apparaître, les dernières digitations de l'oblique externe, qui viennent ici donc être obliques vers le bas, l'avant et le dehors, oblique externe. Puis nous allons maintenant trouver le départ de l'oblique interne dans cette partie postérieure avec des fibres qui sont à 90 degrés, c'est-à-dire obliques vers le haut et le dehors, à 90 degrés par rapport ici à l'oblique externe. Voici l'origine de l'oblique interne sur la crête iliaque et donc à 90 degrés par rapport aux fibres de l'oblique externe. Voilà ici l'oblique interne. Nous reverrons ces éléments avec la paroi postérieure, oblique interne. Et donc, dans cette région plus profonde du trigone lombal de Jean-Louis Petit, nous avons maintenant une région qui est une région quadrangulaire, ici, qui est limitée par les érecteurs spinaux, les muscles droits postérieurs et inférieurs, le muscle dentelé, postérieur et inférieur, l'oblique interne et l'oblique externe. Voilà cette zone quadrangulaire qu'on appelle le quadrilatère lombal, qui est donc plus profond que le trigone, qui est en profondeur du trigone lombal, quadrilatère lombal, qu'on appelle aussi classiquement le quadrilatère de Greenfelt, G-R-Y-N-F-E-L-T, qui est à présent un chirurgien et anatomiste anglais. Et que trouve-t-on à ce niveau-là? Eh bien, uniquement du tissu fibreux. Et ce tissu fibreux, c'est l'aponévrose d'origine du muscle transverse de l'abdomen. Et effectivement, comme nous l'avons dit, le tissu fibreux se déchire. Le tissu fibreux est une zone possible de hernie. Donc, comment se font ces hernies postérieures? Vous êtes là purement dans du tissu fibreux, c'est le muscle transverse et en dedans de lui, le fascia transversalis. Donc là, ça peut passer. Et puis, si ça passe, eh bien, on arrive ici en superficie, un petit peu en décalé, le quadrilatère est là, on arrive dans le trigone lombal de Jean-Louis Petit et donc sous la peau. C'est beaucoup plus rare, mais c'est un grand classique et ça existe. Pour résumer, la paroi abdominale est musculo-aponévrotique, du tissu musculaire, du tissu fibreux aponévrotique, c'est-à-dire des tendons aplatis. Mais cette paroi abdominale, il faut l'imaginer comme quelque chose de dynamique. Il y a une pression intra-abdominale, notamment lors de la respiration, des efforts de toux, de défécation, lors de la marche, et
le maintien des viscères en place est fait de façon active par les muscles de la paroi abdominale, qu'on appelle la sangle abdominale. C'est quelque chose d'actif. Et ces fibres musculaires se contractent. Vous comprenez bien que quelque chose qui se contracte, quand il y a un orifice, quand ça se contracte, eh bien l'orifice vient se fermer par la contraction musculaire. Alors que dans le tissu fibreux ou aponévrotique, une déchirure reste une déchirure et un trou et un orifice potentiel de hernie. C'est toute la différence. Ceci explique donc que lorsqu'on fait des incisions chirurgicales et qu'on passe à travers les muscles, il est finalement assez rare qu'il y ait des hernies à ce niveau-là. Peut arriver, mais c'est plus rare. Les hernies se font donc au niveau des zones fibreuses qui sont limitées. C'est la ligne blanche, comme on l'appelle ligne, avec en particulier l'orifice ombilical. C'est le canal inguinal, surtout chez l'homme, et c'est l'anneau fémoral, surtout chez la femme. Donc nous poursuivrons dans un prochain cours par l'étude du canal inguinal proprement dit. Je vous remercie pour votre attention.